Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien, on a eu des petits problèmes de micro ce matin, donc surtout vous me dites s'il y a un souci, mais a priori ça marchait bien tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Alors déjà je vais me présenter, je ne sais pas si on a exactement les mêmes personnes que la dernière fois, que pour la première web conférence. Donc Marie Delerue, je suis vétérinaire de formation et je travaille à la direction du développement et de la recherche, et plus particulièrement en santé des équidés. Alors je vois que le son est très bon, et ben c'est parfait, on va continuer comme ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents hein, la dernière fois, donc il y a 3 webconférences qui étaient prévues sur le thème de la fourbure. Donc la première, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, où on a parlé plutôt des causes de la fourbure et puis des signes cliniques. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas présents, hem, il y aura donc sur Eki, VOD, vous pourrez revoir, cette webconférence, et puis du coup, je vais quand même, voilà, redonner quelques petites, infos au cours de cette, conférence sur les causes et les signes cliniques. Mais du coup, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser, dans le chat. Donc aujourd'hui, on va pas on va plus particulièrement parler du diagnostic par le vétérinaire, du traitement et puis de la prévention, éviter qu'il y ait un nouvel épisode de fourbure suite au premier épisode. Et puis le 22 juin, on vous parlera de maréchalerie. Là, je ne vais pas du tout dans le traitement, je ne vais pas du tout vous parler de maréchalerie. Donc c'est Jean-Michel Goubeau, qui est formateur en maréchalerie au Haras du Pin, qui vous en parlera le 22 juin. Du coup, vous pouvez vous poser vos questions donc, dans le chat qui est à gauche de votre écran. J'y répondrai à la fin de... Ah, on me dit que le son est limite. Je vais essayer de parler un peu plus fort, sinon on va essayer de régler un petit peu le son. Voilà. Alors, donc du coup, vous pouvez poser vos questions dans le chat à gauche de votre écran et j'y répondrai à la fin. Et puis surtout, je vous invite à la fin de ma webconférence, donc après les questions, euh, à répondre au questionnaire de satisfaction. Voilà, du coup, on va commencer. Donc, la première chose à faire, donc une fois qu'on a soupçonné un épisode de fourbure chez son cheval, alors attendez, je suis désolée, je suis mal organisée, je coupe ma webconf, sinon il peut y avoir des soucis. Donc, quand on soupçonne donc un cas de fourbure chez son cheval ou dans son écurie, bah, c'est important d'appeler immédiatement son vétérinaire parce que la fourbure, c'est une urgence médicale majeure. C'est la deuxième cause de mortalité chez les chevaux. On peut aller jusqu'à l'euthanasie dans des cas graves. Et donc, il faut agir vite. Ça, c'est très important. Et cette intervention rapide euh, va permettre d'améliorer le pronostic. Alors le vétérinaire va pas arriver dans la seconde, du coup, avant son arrivée, il faut éviter, de déplacer, le cheval. Donc on va le voir un petit peu après, parce que finalement, si on déplace le cheval, ça risque d'aggraver, les lésions, dans le pied. Alors bon, il y a un petit peu le pour et le contre, déplacer ou pas son cheval. Effectivement, s'il est dans la boue au milieu d'un pré, ça va pas être forcément facile de le soigner, puis il va peut-être avoir froid. S'il est au pré avec d'autres chevaux, ils vont peut-être l'embêter, etc. Donc effectivement, je pense qu'il faut à chaque fois peser le contre. Est-ce que je déplace mon cheval et enfin, si possible dans un endroit assez proche, soit l'abri dans le pré, soit si l'écurie est assez proche, ça peut aller, mais effectivement, plus on fait marcher le cheval, plus on va avoir une dégradation des lésions, donc il faut éviter au maximum. Mais effectivement, c'est quand même plus facile à l'abri de pouvoir soigner le cheval, etc. Donc voilà, il faut évaluer le pour et le contre avant de décider de le déplacer et éventuellement demander conseil auprès du vétérinaire. Si on a une suspicion de fourbure alimentaire, donc due à des causes alimentaires, donc ça j'en avais parlé l'autre fois, donc soit un cheval qui s'est jeté sur un sac de granulés parce qu'il s'est échappé, soit ben, en automne ou au printemps, ben, le cheval s'est rué sur l'herbe, ben, par exemple il était en hivernage, il était au box en hiver ou en tout cas à l'intérieur, et puis au printemps, ben, on le remet au pré et il s'est rué
sur l'air. Donc dans le cas de fourbure alimentaire, il faut mettre les chevaux à la diète en leur mettant un panier. Et éventuellement, avant l'arrivée du vétérinaire, on peut faire une cryothérapie, donc c'est-à-dire à mettre les pieds dans le froid. Ça, je vais en parler un petit peu plus en détail après, parce que cette cryothérapie, elle peut avoir des effets bénéfiques si on la met en place très tôt, donc éventuellement la mettre en place avant l'arrivée du vétérinaire. Donc maintenant, on va voir, une fois que le vétérinaire est arrivé, comment il va diagnostiquer la fourbure. Donc la première chose, c'est que le vétérinaire va réaliser un examen clinique. Donc tout d'abord, il y a des signes qui sont quand même assez évocateurs, assez symptomatiques hein, d'une fourbure. Et puis il va faire un examen clinique. On peut avoir notamment l'augmentation de la fréquence cardiaque, qui peut être un signe de douleur chez le cheval. Alors c'est pas un signe spécifique de la fourbure, mais c'est bien un signe euh, qui montre qu'il y a vraiment une douleur importante chez le cheval. Donc les signes cliniques évocateurs, pour résumer hein, ce qu'on avait dit à la dernière webconférence, donc c'était surtout des troubles de la démarche, donc qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de la gravité de la fourbure, et puis une posture antalgique caractéristique. Euh, voilà. Ensuite, donc le vétérinaire, il va pouvoir donc sonder les pieds à l'aide d'une pince exploratrice. Donc la pince euh, qu'on voit ici, là. Donc il va pouvoir donc pincer le pied du cheval à différents endroits. Et donc finalement, s'il y a une fourbure, c'est principalement juste en dessous de la fourchette, donc ce qu'on voit ici, où il va y avoir une douleur. Il peut y avoir aussi des douleurs hein, dans tout le pied. Ça dépend un petit peu aussi l'ampleur des lésions euh, dans le pied. Ensuite, il va pouvoir évaluer le pouls digité. Ça, je vous en avais un petit peu parlé l'autre fois. Ça correspond, hein, je vous le rappelle, à la pulsation du flux sanguin dans l'artère digitée, et ça signe vraiment une inflammation dans les pieds. Donc ensuite, il va pouvoir faire une, une radiographie. Donc le but, c'est de confirmer la suspicion. Donc des fois, il y a des symptômes, des signes cliniques qui sont très clairs et parfois c'est un petit peu moins clair. Donc ça va être de confirmer la suspicion. Euh, et puis donc l'idéal, c'est vraiment de faire deux vues de chaque pied touché, une vue latérale, où là on va voir, comme on le voit sur la photo ici, donc on va pouvoir voir une bascule de notre phalange distale. Donc c'est ce qu'on voit ici aussi, on a une vue latérale. Alors là, c'est un cas quand même très avancé de fourbure. On a une rotation, un angle entre le bord dorsal de notre phalange et notre paroi du sabot qui est très important. Et puis euh, on a déjà un petit peu un remodelage. En fait, la, la, la consistance en fait de notre os est déjà un peu modifiée. Et puis voilà, la forme est complètement modifiée aussi. Donc là, on a une fourbure assez avancée et puis assez chronique. Donc voilà, et donc on va justement, donc grâce à cette vue latérale, eh ben, finalement, pouvoir calculer l'angle entre notre phalange et puis notre paroi. Et puis, il est important aussi de faire une radio de face, puisque de face, on va pouvoir voir si on a une descente, un effondrement de la phalange dans le pied. Donc c'est important de faire ces deux faces. On peut observer parfois, donc plutôt sur la vue latérale, on peut observer des zones radiotransparentes, c'est-à-dire des zones qui apparaissent noires et qui sont des signes en fait de décollement entre le kéraphile et le podophile, donc c'est-à-dire une dégradation de notre appareil lamellaire, puisque si on rappelle un petit peu la structure interne du pied, on avait des lamelles de kéraphile à l'extérieur et des lamelles de podophile à l'intérieur, qui étaient engrainées les unes dans les autres. Et lors de fourbure, en fait, on a une dégradation de cet appareil lamellaire, donc on a une perte de connexion entre ces lamelles. Et ça peut se voir donc, dans certains cas, donc c'est surtout dans des cas quand même assez graves, ce désengrainement du kéraphile et du podophile peut se voir par des zones qui apparaissent noires à la radiographie.
Donc la radiographie, elle va nous permettre donc d'affiner le pronostic. Heu, voilà, donc notamment si on a un effondrement de la phalange, donc qu'on voit donc en vue de face, bah, c'est toujours de mauvais pronostics. Ça va pouvoir nous donner des informations sur le traitement de maréchalerie qu'on va pouvoir réaliser. Vraiment dans le traitement de la fourbure, la collaboration entre le vétérinaire et le maréchal est primordial. Donc il faut que le vétérinaire montre les radios euh, au maréchal et qu'ils discutent ensemble du traitement de maréchalerie qui va pouvoir être mis en place. Dans les cas importants, ces radiographies, elles vont pouvoir être faites au cours du traitement également. Par exemple, on peut faire des radios toutes les 6 semaines environ, en fonction du cas, ça peut être assez variable pour suivre l'évolution du traitement, voir s'il fonctionne ou pas, et notamment le but du traitement de maréchalerie, donc de parage et puis la mise en place des fers correctifs, c'est d'obtenir à la fin un alignement correct entre les structures, donc entre la paroi du sabot, notre phalange et puis la sole. Euh, donc voilà, ça peut être très intéressant pour suivre l'évolution du traitement. Donc ensuite, donc il y a éventuellement donc un autre test qui peut être fait. Donc c'est ce qu'on appelle un phlébogramme, donc qui permet en fait de visualiser le réseau vasculaire du pied, puisqu'a priori, donc quand il y a donc une fourbure, il y a une perturbation de ce réseau vasculaire. Donc ça consiste en fait à injecter dans une veine, dans la veine digitée, donc soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied, un produit de contraste qu'on va pouvoir voir à la radio. Alors, c'est pas toujours facile à faire donc sur le terrain. Déjà, on doit faire donc une anesthésie donc, du pied parce que c'est assez douloureux. Donc, bon, ça peut être un petit peu dangereux quand on a, c'est toujours un peu dangereux quand on a une fourbure de faire une anesthésie locale parce que ça veut dire que du coup le cheval, bah, il va plus sentir ses pieds, il va plus avoir mal, donc du coup il va pouvoir s'appuyer fort et ça peut dégrader la fourbure. Ça peut être intéressant ce phlébogramme, notamment sur un cheval qui est hospitalisé, donc en clinique, on peut vraiment le suivre de façon très proche. Ça peut être intéressant, notamment aussi sur un cheval qui est hospitalisé et qui est à risque de fourbure. Alors, par exemple, une déco, ça peut être des coliques graves ou des infections qui sont à l'origine d'une endotoxémie, c'est-à-dire donc, comme on l'a vu la dernière fois, donc de la présence de toxines dans l'organisme du cheval, dans le sang et qui peuvent créer des lésions au niveau donc du pied. Et on peut par exemple suivre donc faire des phlébogrammes de façon régulière pour vérifier qu'il n'y a pas donc de fourbure parce que finalement on peut faire grâce à ce phlébogramme un diagnostic beaucoup plus précoce que sur une radio. On peut avoir déjà des modifications de ce réseau vasculaire dans le pied avant qu'il y ait le moindre signe visible donc à la radio. C'est aussi très intéressant pour le suivi médical parce que si on a une absence d'amélioration de notre réseau vasculaire du pied, donc soit il faut changer de traitement, soit éventuellement les lésions sont irréversibles et du coup éventuellement il faut penser donc, à l'euthanasie. Donc voilà, c'est vraiment un, un test clinique qui est très intéressant, mais qui n'est pas facile dans des conditions de terrain, donc plutôt adapté à une hospitalisation. Euh, donc voilà, à voir avec le vétérinaire. Et puis ça nécessite quand même donc de connaître bien le réseau vasculaire normal et d'avoir une idée des images normales. Donc c'est pas un test qui est fait très très souvent. Donc ensuite, donc on va voir maintenant finalement le traitement maintenant. Donc la première chose, ça va être donc, le but du traitement de la fourbure, ça va être d'un côté traiter la cause. Alors ça, je vais en parler très rapidement puisque ça dépend finalement de la cause, pas forcément enfin, ça va pas forcément avec la fourbure, c'est vraiment, bah, j'ai cette pathologie, je traite la cause. Et par contre, pour la fourbure, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. Et ce qu'il faut faire, c'est gérer la douleur du cheval et éviter la dégradation des lésions dans le pied. Donc la première thérapeutique, c'est l'utilisation des anti-inflammatoires, donc à la fois pour combattre
combattre l'inflammation dans le pied et puis gérer la douleur. Donc on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc les exemples, c'est la phénylbutazone, fluniximab, méloxicam par exemple. Donc on évite l'utilisation de corticoïdes, donc les AIS, anti-inflammatoires stéroïdiens, puisqu'on a vu précédemment qu'à forte dose, ils peuvent provoquer une fourbure. Donc quand il y a déjà une fourbure, il vaut mieux éviter d'utiliser ces corticoïdes. On peut éventuellement utiliser aussi l'aspirine, qui est aussi un AINS et qui a des rôles de vasodilatateurs, c'est-à-dire de dilatation de nos vaisseaux sanguins, et d'anti-agrégants plaquettaires, donc contre les thrombus. L'effet bénéfique, donc effectivement, elle va avoir un rôle sur la douleur et l'inflammation, mais qui est souvent quand même moins efficace que les autres anti-inflammatoires que j'ai cités. Et par contre, cet effet bénéfique de vasodilatation et d'anti-agrégants est quand même assez controversé encore dans le cadre de la fourbure. Donc il y avait une dame la dernière fois, je ne sais pas si elle est là, qui m'avait parlé de la reine des prés, donc qui est finalement qui est donc une plante à partir desquelles on peut mettre au point donc l'aspirine. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Après, moi, je ne connais pas du tout les dosages. Je ne sais pas si ça a été vraiment étudié euh, chez le cheval. Donc voilà. Après, je peux me renseigner plus avant pour voir s'il y a eu des dosages. Mais du coup, je ne suis pas du tout experte dans la phytothérapie. Donc je ne connais pas beaucoup ce domaine. Après, effectivement, l'aspirine et donc la reine des prés, on peut les utiliser en prévention sur les chevaux qui sont à risque. Après, l'intérêt n'a pas vraiment pas vraiment été mis en évidence chez le cheval. Effectivement, l'aspirine est parfois utilisée chez l'homme pour certaines pathologies en prévention. Mais chez le cheval, l'effet n'a pas vraiment été mis en évidence. Donc ensuite, la deuxième chose, donc, c'est la cryothérapie dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant l'arrivée du vétérinaire. Donc finalement, ça consiste à mettre les pieds dans le froid, donc à la fois pour combattre l'inflammation, et puis qui est produite en regard donc, des lamelles du pied, et puis d'éviter l'aggravation des lésions dans le pied, et puis ça a un effet sur la douleur. Le problème, c'est que cette cryothérapie, elle doit être utilisée de façon précoce, donc dès le premier jour d'apparition des symptômes. Et c'est pas toujours très pratique sur le terrain. Alors, il y a des bottes qui sont disponibles dans le commerce avec un système de refroidissement continu par circulation de gel glacé. Donc, alors, je ne connais pas vraiment le prix de ces bottes. Je pense que ça peut être intéressant si on a vraiment une écurie où on a des chevaux à risque. Et puis sinon, il y a une méthode plus artisanale. Par exemple, donc des poches en plastique. Alors, ça peut être des poches de perfusion que les vétérinaires, donc de 5 litres, que les vétérinaires utilisent pour perfuser les chevaux, dans lesquels on met finalement donc de la glace pilée et qu'on fixe donc ensuite avec un scotch au niveau du haut du pâturon. Alors donc ça c'est intéressant. Après il faut que le cheval donc dans ces cas-là soit immobilisé parce que sinon c'est pas très pratique. Je pense que ça va pas tenir le choc très longtemps, mais sur un cheval immobilisé ça peut être intéressant. Ça nécessite quand même pas mal de main-d'œuvre, puisque il a été montré qu'il faut obtenir, pour que ça soit efficace, il faudrait qu'on ait une température comprise entre -5 et -7 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut changer très régulièrement cette glace pilée, d'autant plus que si on a une fourbure, souvent on a des pieds qui sont plus chauds, donc la glace va fondre assez vite. Donc après, il faut suivre assez régulièrement, mais en gros, il faut changer au maximum toutes les 1 à 2 heures, voire plus rapproché en fonction des conditions climatiques et de la température du pied. Donc voilà, ça nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre, il faut être là tout le temps auprès du cheval. Par contre, cette température, donc, elle est bien tolérée par le cheval, donc il n'y a pas eu d'observation de brûlure par le froid. C'est assez connu que c'est bien toléré ce genre de température. Alors finalement, ça va être surtout intéressant dans les quand on a vraiment des fourbures aiguës,
Donc par exemple, après une surcharge alimentaire, c'est quand même moins intéressant lorsqu'on a une fourbure suite à des fourbures un peu chroniques suite à des maladies endocriniennes parce qu'on a quand même moins d'inflammation dans les pieds. C'est pas le mécanisme principal en tout cas. Par contre, ça aura toujours un effet antidouleur, donc c'est quand même toujours intéressant. Donc ensuite, il faut bien sûr favoriser le confort donc du cheval, ça aussi, hein. Ça va permettre d'éviter la dégradation des lésions dans le pied. Donc tout d'abord, c'est donc l'immobiliser. Alors c'est pas toujours facile, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc soit vraiment si le cheval est dans un pré, et il n'y a pas de structure à l'intérieur où il est tellement mal qu'on ne peut pas le déplacer, ben peut-être donc le confiner dans un petit paddock, enfin créer un petit paddock dans le pré pour éviter bah, que les autres chevaux viennent l'embêter, éviter qu'il se déplace trop. Euh, voilà. Ou alors, donc l'idéal, c'est quand même de le mettre dans un box avec une litière profonde et confortable. Après, c'est toujours possible aussi hein, de ramener de la litière dans le pré. Euh, ou alors, par exemple, de le mettre dans un paddock avec du sable profond, ce qui va lui apporter aussi pas mal de confort. Euh, voilà et donc ensuite, donc on peut aussi, donc ça c'est un petit peu des thérapeutiques adjuvantes, c'est, les masser les muscles, de l'avant-bras, donc au niveau donc des muscles fléchisseurs et extenseurs qui ont un effet donc de désengorgement du membre et qui vont augmenter le pompage veineux dans le pied, c'est-à-dire le retour du sang, heu, sans faire marcher le cheval puisqu'on a vu que il fallait pas les faire marcher. Donc ça peut être intéressant et un effet donc antalgique, donc antidouleur, a été montré. Et bien sûr, il y a la maréchalerie, mais c'est Jean-Michel qui vous en parlera. Donc ensuite, donc on peut avoir recours à la chirurgie. Alors ça, c'est vraiment dans des cas très avancés, très graves, où on a des lésions très importantes. Et souvent, on le fait après échec du traitement médical et de la maréchalerie. Et ça consiste donc à réaliser une ténotomie, c'est-à-dire qu'on coupe le tendon. Donc ce tendon-là, le tendon fléchisseur profond, en fait, parce que ce tendon fléchisseur, bah, il tire sur notre phalange distale et finalement il augmente en fait la bascule de notre phalange. Donc on peut on peut couper donc ce tendon fléchisseur profond du doigt, donc au niveau du tiers moyen du métacarpe, donc un petit peu plus haut. Mais ça c'est vraiment dans les cas un petit peu désespérés. Donc ensuite, bien sûr, il faut traiter la cause. Donc là, ça, je ne vais pas trop vous en parler parce que ça va être très variable en fonction de la cause. Donc je le rappelle, hein, la fourrure, c'est toujours la conséquence d'autres maladies. Donc par exemple, si on a un syndrome de Cushing, effectivement, il va falloir traiter donc, le cheval contre cette maladie de Cushing, prévoir un régime alimentaire adapté s'il est obèse donc, ou s'il a un syndrome métabolique quelqu'un, ça je vais vous en parler dans la prévention. Euh, voilà, après si donc, il a un syndrome infectieux, il faudra traiter ce syndrome infectieux, etc. Donc voilà, c'est assez variable et ça dépend de la cause. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est prévenir les récidives, puisque ça, je vous en avais parlé aussi l'autre fois. Finalement, un cheval qui a fait un ou plusieurs épisodes de fourbure, va être quand même plus à risque que les autres chevaux de refaire des épisodes de fourbure, parce que même si on observe une cicatrisation du pied et même euh, si on traite bien le cheval, donc avec de la maréchalerie, et que du coup on retrouve un bon alignement entre la phalange et puis notre paroi du sabot, ben, notre appareil lamellaire, il va cicatriser, mais notre appareil cicatriciel, il est toujours plus fragile et moins élastique que notre tissu d'origine. Donc il faut vraiment ensuite prévenir les récidives. Donc ça passe notamment par un régime alimentaire adapté. Donc ça concerne surtout les chevaux qui sont obèses, les poneys et les ânes. Effectivement, ça concerne moins un cheval qui a fait une fourbure suite à un exercice long sur sol dur, donc par exemple un cheval d'endurance, ça ne va pas être adapté. Plutôt pour les chevaux donc, qui ont besoin d'un régime alimentaire strict.
Donc la première chose, c'est éviter à tout prix les céréales qui sont riches en glucides solides et toute autre gourmandise, carottes, pommes, etc. Et plutôt avoir un régime alimentaire à base de foin et préférentiellement un foin qui soit plutôt de mauvaise qualité, c'est-à-dire récolté tardivement. Chez ces chevaux-là, il faut restreindre l'accès au pâturage. Alors après, ça dépend vraiment de l'état d'obésité du cheval, etc. Donc il faut restreindre le pâturage, notamment en automne et au printemps, voire l'interdire à ces périodes-là. Donc, du coup, soit mettre le cheval dans un box, attention à la paille aussi, hein, parce que du coup, si on restreint le cheval en alimentation, il va avoir quand même tendance à se jeter sur la paille, donc plutôt favoriser un box en copeaux et peser la quantité de foin qui est distribuée au cheval. Ou alors le placer sur une pâture qui est vraiment dénudée, ou alors de préférence un paddock en sable, ou alors lui mettre un panier. Après, bien évidemment, ça va impliquer toute une gestion aussi du bien-être, parce que ça va pouvoir provoquer des frustrations chez le cheval. Et puis forcément, s'il n'y a qu'un cheval qui est obèse sur la structure, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, il va être tout seul, donc il faut toujours qu'il ait un contact visuel avec ses congénères. Donc voilà, ça implique finalement pas mal de choses et en pratique, c'est pas toujours facile à mettre en place et c'est pour ça que souvent, il y a des nouveaux cas de fourbure parce que finalement, c'est pas facile à mettre en place tout ça. Donc il y aura donc c'est important quand même de mettre un régime alimentaire strict en accord avec le vétérinaire. Il y aura en fin d'année une webconférence qui vous sera présentée sur l'alimentation du poney et du cheval obèse, donc qui sera présentée par Pauline Doliger, qui est ingénieure de développement en alimentation. Donc vous aurez plus de précision parce que finalement, ça pose pas mal de questions, tous ces conseils pour les chevaux obèses, c'est finalement pas facile à mettre en place sur le terrain. Et puis surtout, il va falloir reprendre un exercice régulier. Alors ça, bien sûr, c'est plutôt, je vous parle de prévention à long terme. Donc tant qu'il n'est pas guéri et tant qu'on le suit via des radios et tant qu'il n'y a pas d'alignement, effectivement, il vaut mieux pas faire d'exercice pour éviter que ça se dégrade. Par contre, ensuite, on peut reprendre un exercice régulier. Alors, il faut y aller très progressivement hein, sur un cheval qui a été au repos et qui a subi une fourbure. On peut faire donc 2-3 sessions par semaine de 20 à 30 minutes, par exemple. Et puis augmenter très progressivement l'intensité et la durée de l'exercice et puis la fréquence de l'exercice. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de données sur un plan d'exercice optimal pour ces chevaux-là. Donc ensuite, toujours pour prévenir les récidives, il va falloir donc suivre le cheval de façon très, très régulière, donc beaucoup plus que sur un cheval lambda. Alors notamment suivre le poids et la note d'état corporel. Ça ne sert à rien de mettre en place un régime alimentaire strict si on ne suit pas l'évolution du poids et de notre note d'état, puisque finalement, en fait, ce régime alimentaire, euh, enfin, pour différents chevaux, un même régime alimentaire on va avoir une amélioration qui est très variable en fonction des chevaux. Donc c'est bien de connaître vraiment est-ce que mon régime alimentaire il fonctionne ou pas. Donc pour cela, et surtout chez des chevaux qui sont obèses depuis de nombreuses années, hein, c'est souvent très difficile et assez frustrant de ce régime alimentaire. Et donc, c'est quand même bien de prendre l'état corporel pour voir s'il y a du changement ou pas. Ça permet d'avoir des indices fiables plutôt que de le faire à l'œil où on a tendance à se tromper. Euh, donc, il y a des outils maintenant hein, de simulation qui existent sur le site de l'IFCE qui permettent de suivre le poids du cheval et sa note d'état corporel. Ensuite, bien sûr, il faut suivre donc de façon rapprochée sa locomotion et être alerté à la moindre suspicion. Donc finalement, quand on connaît son cheval et qu'on a déjà eu un épisode de fourbure, souvent on peut voir ces épisodes de façon beaucoup plus précoce et donc du coup que le traitement soit beaucoup plus efficace parce qu'on a moins de dégradation.
Donc au moindre signe, donc notamment immobiliser le cheval. Et puis comme je l'avais dit l'autre fois, on peut essayer de prendre régulièrement le pouls digité du cheval pour voir, donc connaître le pouls digité normal d'un cheval et donc du coup être. Et puis bien sûr, c'est la prise en charge des maladies endocriniennes. Donc j'en avais parlé un tout petit peu parce qu'il y a eu pas mal de questions la dernière fois. Pour le syndrome métabolique équin, c'est vraiment la prise en charge alimentaire, donc c'est ce dont je vous ai parlé pour l'alimentation, hein, juste avant. Et pour la maladie de Cushing, donc il existe un traitement qui est donc le Percolide, voilà, qui est à mettre en place donc avec votre vétérinaire traitant. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de la fourbure, c'est que c'est une urgence médicale. Donc il faut appeler immédiatement son vétérinaire et éventuellement commencer déjà, donc par exemple en mettant les pieds dans le froid avant qu'il arrive. Donc ça peut être assez bénéfique de vraiment agir très tôt. Voilà, ensuite, donc après un épisode, je l'ai dit, le cheval est plus à risque de faire d'autres épisodes de fourbure. Donc c'est très important de suivre régulièrement dans les cas de chevaux obèses, de mettre en place un régime avec votre vétérinaire et de suivre l'évolution de ce poids, même si malheureusement c'est souvent assez frustrant. Euh, donc c'est assez difficile à mettre en place. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation. Du coup, j'ai vu que vous aviez déjà posé pas mal de questions. Donc je vais aller les voir maintenant et je vais y répondre. Euh, alors, il y avait déjà une question hein, sur les fers, donc les fers correctifs. Donc ça, c'est Jean-Michel qui vous en parlera. Je ne vais pas dévoiler sa présentation. Donc c'est lui l'expert en maréchalerie en plus. Donc ça sera beaucoup plus intéressant que si moi je vous y réponds. Alors, donc la deuxième question, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Donc je vais revoir. Euh, Bon, je sais pas. La phénylbutazone n'est que indiquée pour la fourbure chronique. Bon, non, elle est indiquée aussi pour la fourbure aiguë, pour diminuer l'inflammation qui a surtout lieu lors de la fourbure aiguë et pour diminuer la douleur importante. Alors après, donc il faut donc le dosage, hein, il faut vraiment voir en fonction des signes cliniques. Et après, souvent ça diminue la douleur, mais on a quand même une douleur qui persiste de toute façon. Mais c'est intéressant en fourbure aiguë pour diminuer l'inflammation des pieds et donc du coup diminuer la dégradation de notre appareil lamellaire. Euh, Alors, prévention pour cheval à risque. Comment savoir que le cheval est à risque? Alors ça, du coup, j'en avais plus parlé dans la première webconférence. Donc, il y avait en fait toutes les causes de fourbure, et notamment les chevaux à risque. Alors il y a deux cas en fait. Soit on a fait, je sais pas, un gros effort sur sol dur, donc par exemple les chevaux d'endurance. Donc par exemple eux, c'est important qu'ils suivent vraiment les pieds de leurs chevaux après cet effort. Après, de façon, on peut avoir des chevaux donc, qui sont donc obèses, donc il faut vraiment surveiller ces chevaux, en particulier au printemps ou en automne, où on a de l'herbe donc très riche en glucides solubles. Euh, et puis, éventuellement, les chevaux qui ont des maladies endocriniennes, donc maladie de Cushing, syndrome de Cushing ou syndrome métabolique équin. Donc voilà, ça c'est les chevaux à risque. Et la prévention pour le cheval à risque, donc du coup, je pense que j'en ai parlé, c'est suivre la locomotion, essayer donc de détecter le plus précocement possible des signes précurseurs donc de la fourbure, donc des signes donc locomoteurs, un pouls digité augmenté, une chaleur des pieds augmentée,
Et la prévention, ben, ça, ça dépend, ça dépend forcément de cette cause. Et ben, en printemps et en automne, sur les chevaux qui sont obèses, faire très attention, les mettre, enfin, éviter l'accès à ces paddocks, éviter que les chevaux mangent de l'herbe absolument. Et pour les chevaux qui ont des maladies endocriniennes, bah, il faut traiter ces chevaux. Euh, donc, contre ces maladies endocriniennes, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour la maladie de Cushing, donc, il y a un traitement qui existe, hein, qui a été avec une autorisation de mise sur le marché pour les chevaux, c'est le pergolide. Pour le syndrome métabolique équin, c'est plutôt l'alimentation, bien qu'il y ait un traitement qui existe, mais par contre, c'est pas un traitement pour les chevaux, c'est un traitement d'humaine. Euh, Avant l'arrivée du vétérinaire, une seringue de phénaline dans la bouche permet d'arrêter rapidement la douleur. Alors, effectivement, de toute façon, le vétérinaire, effectivement, va vous proposer des anti-inflammatoires. Euh, Après, je pense que c'est bien si c'est en accord avec lui et ce qu'il vous a demandé de le faire. Je pense que sur des gens qui ont vraiment l'habitude de chevaux qui sont en fourbure, un cheval qui en fait régulièrement, etc. Je pense que oui, ça peut être discuté avec le vétérinaire qui peut vous dire ben, de soulager la douleur rapidement, parce que c'est important d'agir rapidement, je suis d'accord. Par contre, si on n'est pas sûr que c'est une fourbure, etc., vaut mieux attendre que le veto arrive. Et dans l'idéal, c'est quand même bien, enfin voilà, d'être en accord avec le vétérinaire et qu'il y ait un rapport écrit où, qui dise que dans le cas de fourbure, on peut donner de la phénaline par voie orale. Mais effectivement, donc la phénaline, hein, c'est de la molécule, c'est de la flunixine méglubine, donc c'est un INS, un anti-inflammatoire non stéroïdien, et ça peut effectivement diminuer la douleur assez efficacement. On peut aussi donner du V tranquille pendant la crise. Nous l'avons utilisé avec mon vétérinaire. Il a aussi un effet vasodilatateur, il me semble. Alors effectivement, le V tranquille hein, peut avoir un effet vasodilatateur, excusez-moi. Donc oui, pourquoi pas, notamment pour calmer le cheval s'il est un peu stressé, etc. Et puis aussi pour son effet vasodilatateur. Après, cet effet-là est quand même assez controversé. Mais finalement, il n'y a pas enfin, finalement, le traitement, il dépend à chaque fois de la situation, des causes de la fourbure, des signes cliniques qu'on observe et puis qu'on voit à la radio et aux autres examens complémentaires. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire ce traitement-là, il y a ce traitement pour la fourbure et c'est uniquement ce traitement-là. Finalement, ça dépend un petit peu du cas et puis comment le cas évolue, puisque le traitement peut être assez variable en fonction des chevaux. La réponse du cheval hein, peut être assez variable. Donc, de toute façon, je pense que c'est important qu'il y ait vraiment un diagnostic assez étayé pour pouvoir adapter le traitement en fonction du cas. Ensuite, l'immobilisation doit durer combien de temps? Alors ça aussi, c'est pareil, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment à voir avec le vétérinaire que c'est très important de faire des radios, parce que finalement, alors on peut se baser bien sûr sur les signes cliniques, le cheval est moins douloureux, mais finalement, le mieux, c'est quand même de suivre l'évolution de la maladie avec des radiographies et attendre qu'il y ait un bon alignement, que donc le pied soit reformé correctement et qu'il y ait un bon alignement entre notre phalange et notre paroi euh, dorsale. Et puis, dans l'idéal, ensuite, déjà, il faut éviter tout de suite d'aller marcher sur des terrains durs, plutôt privilégier des terrains assez mous, et on reprend progressivement. Parce que effectivement, le cheval qui a été immobilisé pendant un certain temps peut être un peu énervé. Dans ce cas-là, je pense que le V tranquille euh, est très important. Euh, le V tranquille est très important et voilà, ça dépend vraiment bah, de la gravité de la fourbure en fait et de la rotation de la phalange, etc. Enfin, du degré en fait de la fourbure. Donc on peut pas dire ben celui-là au bout de 2 mois c'est bon, celui-là au bout de 6 mois c'est bon.
Voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire des radios. Mais effectivement, hein, ça se compte plutôt, en mois, qu'en semaines. Alors, un cheval ayant une deuxième phalange soudée peut-il avoir été fourbu? Alors ça, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par deuxième phalange soudée. Je pense qu'il y a de l'arthrose importante entre la deuxième et la troisième phalange. Donc, j'imagine que c'est ce que vous entendez euh, par là. Enfin, oui, c'est possible. Après, est-ce que c'est... Je pense pas que ce soit la cause vraiment donc, de l'arthrose. Après, ça dépend vraiment de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une infection aussi? Est-ce qu'il y a eu une perforation de la sole, etc. et qu'il y a eu une infection hein, qui a pu provoquer une arthrite septique et donc du coup des remodelages de notre os. Donc c'est possible. Hein. Alors, donc ensuite, c'est une remarque à nouveau, ce n'est pas une question. Selon le DMV, donc la phénylbutazone n'est que indiquée pour la fourrure chronique. C'est le plus grand problème de la phénylbutazone que les vétoladones pour toutes les choses. Oui, alors effectivement, moi je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas donner des anti-inflammatoires à tout bout de champ, c'est pas toujours intéressant. Par exemple, en cas d'abcès de pied, donc c'est pour ça qu'il est important de faire un diagnostic avant. Euh, bon, après, je pense que c'est quand même intéressant. Alors, la phénylbutazone ou un autre anti-inflammatoire, hein, de toute façon, souvent quand même la phénixyméglumine quand même a un effet sur la douleur quand même un peu plus important et je pense que c'est plus intéressant quand on a vraiment une douleur importante, mais on peut quand même l'utiliser en fourrure aiguë. Ensuite, pour la cryothérapie, des chambres à air de tracteur ou voiture, suivant le membre rempli de glace et d'eau, alors, donc, suivant le membre, remplir de glace et d'eau, enfiler dedans en scotch très très résistant et le cheval ne bouge pas. Euh, OK, donc effectivement, oui, oui, moi effectivement, du coup, je suis du côté vétérinaire, donc du coup, je pense plus facilement, à des grandes poches de perfusion, mais effectivement, hein, c'est une très bonne remarque. On peut utiliser des chambres à air, de tracteur ou de voiture. Alors moi, ça me parle moins, mais effectivement, ça parle peut-être, plus à des gens qui ont des écuries, donc voilà et effectivement, c'est une très bonne remarque. Juste comme pour les poches, hein, il faut changer, très régulièrement hein, notre glace pour qu'on garde une température assez basse, donc vers -5 degrés. Ensuite, donc le problème de la ténotomie, c'est que ça n'empêche pas la phalange de traverser la sole. Alors, effectivement, donc le but de la ténotomie, c'est d'éviter, enfin, c'est un traitement parmi d'autres, et souvent c'est dans les cas très graves, donc c'est un peu un traitement de dernier recours, mais effectivement, dans certains cas, il y a quand même une perforation de la sole. De toute façon, la ténotomie, ça doit se faire aussi avec des soins de maréchalerie. Et puis, ça doit se faire évidemment en clinique avec un cheval qui est suivi de façon très rapprochée. Alors, l'immobilisation augmente sûrement le délai euh, de l'amélioration. Alors, effectivement, il y a, enfin, non, je pense que c'est, après il y a toujours du pour et contre, je pense que c'est quand même mieux de favoriser l'immobilisation. Après, par contre, ça peut être intéressant le massage hein, des muscles de l'avant-bras pour effectivement faire cette pompe. Euh, donc, je pense que vraiment, en aigu, il faut vraiment pas déplacer le cheval. Après, effectivement, quand il y a la cicatrisation qui a eu lieu, effectivement, je pense que c'est important que le cheval remarche, donc, aussi notamment pour l'obésité, etc. Mais enfin, je pense que c'est, en tout cas, l'immobilisation est plus bénéfique que n'a d'effet délétère. Donc, il vaut mieux immobiliser. Après, effectivement, hein, ça dépend aussi du degré de la bascule, etc. Alors,
Alors là, il y a une question moi que j'ai pas compris, donc je suis désolée. Hem, alors vous n'acceptez pas l'explication de l'IFCE pour le basculement de la troisième phalange. Selon l'IFCE, ce n'est pas le tendon fléchisseur profond, mais juste la paroi du sabot même. Alors franchement, il faudra m'envoyer un mail sur info@ifce.fr parce que du coup, je comprends pas bien la question. Alors ça devait être un moment précis de ma conférence, mais du coup, là, dans le hors contexte, je comprends pas bien. Alors, oui, je comprends pas bien la question. Je suis désolée, je peux pas vraiment vous répondre. Je vais répondre à côté, à mon avis. Donc, voilà. Mais vous pouvez poser votre question sur info@ifce, il me la transférera. Il a précisé. Est-ce que vos recommandations s'appliquent de la même manière avec les ânes? Ayant des pieds différents, est-ce que la maladie les touche de la même manière? Alors, oui, on peut avoir des fourbures avec les ânes. J'avais un tout petit peu parlé des ânes qu'il fallait faire attention justement parce que ils ont des besoins quand même assez faibles et ils sont pas toujours dans des prairies très adaptées. Ils sont souvent dans des prairies avec beaucoup d'herbes donc ils sont quand même c'est vraiment une espèce à risque de fourbure. Après, moi, je suis pas experte en pieds d'âne, donc le traitement médical ne va pas changer. Euh, Sauf qu'effectivement, ils sont parfois assez résistants aux INS et des fois, il faut un peu augmenter les doses. Donc c'est de toute façon toujours un peu plus difficile à traiter que les chevaux, mais aussi parce que finalement, on connaît moins les ânes. Par contre, pour la maréchalerie, je vous invite à poser la question à Jean-Michel le 22 juin. Mais voilà, c'est quand même des animaux à risque. Il y a quand même beaucoup d'ânes hein, qui sont obèses. On a beaucoup de dépôts graisseux, etc. Quand on essaye de faire la note d'état corporel. C'est pas toujours facile et on a beaucoup de dépôts graisseux à certains endroits. En plus, c'est pas facile finalement de faire la note d'état corporel parce que finalement, ils n'ont pas du tout la même conformation que les chevaux, donc c'est pas vraiment adapté. Mais oui, il faut faire attention chez les ânes et ils ont tendance quand même à être obèses et puis souvent en plus les pieds sont quand même alors sont quand même moins bien entretenus de façon générale, hein, je parle voilà, que chez les chevaux et souvent ça passe plus, je dirais, inaperçu parce que ben, les symptômes sont parfois moins flagrants. Alors, que pensez-vous de l'intervention d'un podologue, méthode Lapierre ou Strasser? Merci. Alors, moi, je n'ai rien contre les podologues, mais je connais mal la méthode pieds nus. Euh, donc voilà, je ne peux pas en parler. Je pense que euh, pour des cas quand même assez graves, il y a besoin de serrure orthopédique et donc que ça ne sera pas suffisant, juste du parage, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant, enfin son avis peut être très intéressant, ils ont des démarches voilà, intéressantes, mais je pense que dans des cas quand même assez prononcés, il faut quand même de la serrure orthopédique, donc plutôt un maréchal. Alors, hors la douleur, après le passage du maréchal, quelle est la raison pour immobiliser le cheval? Ben, en fait, le cheval, donc en fait, en marchant, euh, donc il y a finalement, en fait, son tendon fléchisseur profond va tirer sur son. Enfin, on l'avait vu hein, sur le schéma que le tendon fléchisseur profond, il est attaché à notre phalange distale. Donc, plus on marche, plus il va tirer sur notre phalange. Et si notre appareil lamellaire n'est pas bien cicatrisé, donc il n'est pas fonctionnel, et ben du coup notre tendon va tirer, donc va favoriser la bascule de notre phalange. Donc voilà, plus on marche, plus on a des risques d'augmenter les lésions et d'augmenter la bascule de notre phalange. Voilà, du coup, j'espère que j'ai été claire sur les réponses. Je suis désolée pour la question auquel je n'ai pas pu répondre, mais j'y répondrai hein, si j'ai plus d'explications. Du coup, je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, à télécharger le document et puis à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Et surtout, hein, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer à info@ifce.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.